Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape pyrénéenne de ce Tour de France, la dernière étape de montagne, même de ce Tour de France 2022. Avec le débrief de l'étape numéro 18, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans la journée, top flop, le bilan des bleus notes de l'étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler d'un coureur dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Ou n'hésitez pas à me dire telle ou telle chose. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et bien, encore une belle étape où ça n'a pas énormément débranché aujourd'hui. Une échappée qui met du temps à sortir. Une étape qui s'est courue à 35, quasiment 36 km/h malgré 4000 mètres de dénivelé positif. Vraiment encore une sacrée étape, encore ce duel qui nous aura tenu assez longtemps quand même entre Vingegaard et Pogačar. Des tentatives d'un côté comme de l'autre, on a été audacieux et j'avais dit c'était un tour pour les audacieux cette année, on a été quand même audacieux en termes de stratégie pour Vingegaard comme pour Pogačar quand même cette année. Mais voilà, il y a un beau perdant, je dirais ce soir, Pogačar il n'aura pas de regrets sur ce Tour de France. Alors beau perdant, encore une fois, hein, le tour n'est pas fini, il reste 3 étapes, il peut encore se passer des choses sur ces 3 étapes. On peut avoir une chute, la Covid rôde toujours, mais c'est vrai que bon voilà, Pogačar il a tout tenté, ça n'a pas marché. Il a pris vraiment tous les risques pour tenter d'aller chercher la gagne. C'était vraiment une belle étape encore avec ce duel. Mais bon, derrière, une fois que ça lâche complètement et il est tombé sur plus fort que lui. Hein. C'est pas une défaillance due à la chaleur. Là, il est vraiment tombé sur plus fort que lui. Pogačar et puis Vingegaard, on remarque quand même que sur ce Tour de France pour le moment, la seule étape où il a été mis en difficulté, c'est l'étape des pavés. Notamment avec ce changement de vélo catastrophique. Et heureusement qu'il y a eu ce jour-là un grand Van Aert. Après, derrière, Van Aert a encore été solide aujourd'hui parce qu'il a fait un sacré boulot dans l'échappée. Mais ça n'a pas suffi pour aller prendre la victoire. On continue avec la chute. Ça, quand je vous dis ces derniers temps, je trouve que les grands tours et toutes les courses en général sont de moins en moins bien organisées. Une chute à cause d'une moto sur le Tour de France, ça fait quand même mauvais genre. Ça fait mauvais genre. Le rétrécissement, il n'était pas hyper bien indiqué. Enfin, il n'y avait qu'une petite banderole. Mais surtout, c'est les véhicules en fait qui n'avaient rien à faire là. La moto n'avait rien à faire là. Et je trouve que il y a du laisser aller aujourd'hui sur les organisations de courses. Là, la moto n'avait absolument rien à faire là. Alors, heureusement, elle a été exclue. Hein, ça a été annoncé par Radio Tour. Mais bon, ce serait bien qu'on évite ce genre de problème à l'avenir. Ça montre aussi que parfois, pour aller chercher la photo parfaite, le plan de caméra parfait, on oublie qu'il y a des coureurs. Sauf que les motos de course, elles ne doivent pas créer du danger pour les coureurs. Alors oui, peut-être que tu vas rater la photo, peut-être que tu vas rater telle ou telle action, mais bon, avant tout, sécurité des coureurs, quoi. Avant tout. Et là, le monsieur qui conduisait la moto l'a un peu oublié. On passe à la note de l'étape, 16 sur 20. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder l'étape. Vraiment, ça a été très animé. Pogačar a tout tenté. On est tombé sur du grand Vingegaard. Vingegaard a tout tenté pour gagner l'étape et il a réussi. Dommage pour Thibaut Pinot, mais on a eu du beau grand David Gaudu ce soir aussi. Et puis un petit peu déçu pour Romain Bardet, mais ça a été une belle étape. Parce que ça a été animé dès le début de journée. Et, vraiment, moi j'ai pris du plaisir à regarder une grande partie de cette étape parce que j'ai pas vu le début de journée. J'étais en train d'enregistrer pour tout vous dire la présentation de l'étape, mais j'ai pris à 14h30 l'étape, mais j'ai vu ce qui s'était passé avant grâce au Twitter du groupe Eto, au live de la chaîne L'équipe, enfin du site L'équipe, pardon, de Pro Cycling Stat aussi, je savais tout ce qui s'était passé. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Du côté du bilan des Bleus, bah, je commence avec David Gaudu. David Gaudu, bah, qui est désormais quatrième du général. Et puis, bon, très sincèrement, il a 2 minutes 25 d'avance, 2 minutes 20, pardon, d'avance sur Quintana. Plus de 2 minutes, quasiment 2 minutes 40 sur Meintjes. Je vois pas les deux reprendre ces temps-là sur le contre-la-montre. Voilà. Donc pour David Gaudu, il est 3 minutes de Geraint Thomas. Il ira pas chercher le podium non plus. Il a fait 3 semaines intéressantes parce que il va apprendre beaucoup, je pense, sur ces 3 semaines. Et puis ça montre que c'est le coureur qu'il va falloir suivre et qui sera notre leader sur le général avec Bardet. Mais quand Bardet aura pris sa retraite, pareil pour Pinot et d'autres, et ben ça sera lui qui aura la lourde tâche de réussir à faire ça. Devant, ils étaient trop bons, ils étaient trop forts. Que ça soit Vingegaard et Pogacar, mais même Geraint Thomas, c'était un niveau dessus. À lui maintenant de progresser, David Gaudu, d'aller chercher maintenant, pourquoi pas des victoires d'étape aussi, hein, parce que c'est peut-être un petit peu ce qui lui manque, mais bon, voilà, là devant, il pouvait pas aller les chercher. Lui, il a fait un bon job quand il lâche assez tôt quand même, mais il est bien revenu, notamment sur Quintana. Belle collaboration avec Quintana, ce qui n'avait pas été le cas la veille. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur David Gaudu. Encore un énorme Valentin Madouas qui a fait encore un sacré boulot. Thibaut Pinot, c'était compliqué aujourd'hui pour l'échapper. Il a tout tenté, hein, Thibaut Pinot, mais on voit bien que les jambes étaient. J'ai l'impression qu'il a eu son pic de forme trop tôt, Thibaut Pinot. Peut-être que la Covid n'a pas aidé non plus, le fait d'attraper la Covid au moment du Tour de Suisse. Mais j'ai presque l'impression que son pic de forme est arrivé trop tôt. Et que arrivé au Tour de France, il était déjà plus au top de sa condition physique. Parce que là, sur cette étape, vraiment, il pouvait pas faire mieux. Voilà, il a tenté de rouler fort, il a tenté de faire mal dans le pied du col de Takam. De toute manière, même avec un Pinot en grande forme, je pense que ça aurait été compliqué d'aller battre Vingegaard et d'aller jouer la victoire. Mais c'est vrai que Thibaut Pinot, ça a été un peu compliqué sur ce Tour de France. Malgré tout, au niveau du classement par équipe, la Groupama est quand même deuxième derrière Ineos. Donc il faut saluer. Alors ils ont 10 minutes d'avance sur la Jumbo. Il y aura certes le contre-la-montre, mais je pense que quand même Groupama est capable de rester deuxième. Et de toute manière, même être dans le top 3, c'est plutôt un très très bon résultat pour eux. Mais oui, il a été fort, David Gaudu. Et on peut saluer quand même le gros collectif Groupama quand même pendant ces 3 semaines de course qui a fait un sacré boulot pour tenir autant, d'étapes. C'était vraiment un gros travail fait par cet effectif. Donc il faut le saluer. La Groupama fait vraiment un bon Tour de France, même s'il n'y a pas de victoire d'étape pour le moment. Je trouve que voilà, ils ont fait vraiment du bon boulot et ils se sont donnés au maximum pour aider Gaudu, avec un objectif qui était quand même Gaudu. Thibaut Pinot, c'était quand même un objectif secondaire, une quête secondaire, comme on dirait dans les jeux vidéo. Mais voilà, je pense que Groupama pouvait pas espérer mieux sur ce Tour de France. Voilà, quatrième, c'est un très bon résultat et une très belle performance pour David Gaudu. Et maintenant, va falloir tenir les 3 derniers jours et ne surtout pas tomber pour David Gaudu. Nairo Quintana, là aussi, même s'il perd une position ce soir, il y aura quand même un petit combat en 8 secondes avec Meintjes, donc il faudra faire un bon contre-la-montre pour Quintana. C'est peut-être même avec Vlasov aussi qui est à moins d'1 minute, c'est peut-être la dernière bagarre de ce Tour de France. C'est la bagarre pour la 5e place, parce qu'après les écarts sont quand même énormes. C'est vrai que le dernier contre-la-montre va pas être hyper intéressant, je vous le dis tout de suite, parce que beaucoup de coureurs ne vont pas le faire à fond, du fait que je pense qu'il y a une quinzaine de coureurs qui va faire le contre-la-montre à fond, les autres tendront juste de finir dans les délais. Du côté de Quintana, aujourd'hui les jambes étaient moins bonnes, ça c'est clair et net. Il finit à 5 minutes 22 de Vingegaard. Alors, il y a des jours où il était vraiment pas mal, comme dans le col du Granon, où il avait été très performant. Après, voilà, du côté de Quintana, il en a manqué un peu aujourd'hui, mais de toute manière, là aussi, à part la 4e place, il pouvait pas
Faire grand-chose d'autre entre 4 et 5 pour Quintana, c'est déjà un bon résultat. Voilà, ça faisait depuis combien d'années qu'il n'avait pas fait le général d'un grand tour, Quintana, qu'il n'avait pas réussi à accrocher un top 10 sur un grand tour. Bon voilà, il faut quand même aussi se remettre ça un petit peu en tête. Il a eu une super équipe autour de lui sur la plaine. En montagne, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est vrai, il a manqué Warren Barguil, hein, tout simplement pour Quintana, mais c'est quand même un coureur qui sait se débrouiller quand même pas mal seul. C'est sûr qu'avec 2-3 grimpeurs en plus, ça aurait été mieux. Alors, on parle notamment de Christian Rodriguez hein, chez Arkea, et ça serait même la raison, le fait qu'il change d'équipe. C'est encore des rumeurs hein, qui auraient fait que bah, voilà, on l'aurait sorti de la liste pour le Tour de France. Parce qu'on connaît un petit peu les méthodes de Jean-René Bernodeau, c'est-à-dire que Jean-René Bernodeau, une fois que tu quittes son équipe, t'es son ennemi. On se souvient notamment de Brian Cocard, hein. Ça s'était hyper mal passé les 6-7 derniers mois de contrat de Brian Cocard. Thomas Bouda aussi, ça s'était pas hyper bien passé sur la fin. Enfin voilà, ça a toujours été comme ça avec Jean-René Bernodeau. C'est-à-dire, une fois que tu dis que tu quittes son équipe, tu participes plus qu'à des courses mineures. Voilà, les grands tours c'est fini, voilà, bon, ça a toujours été comme ça. Mais ça serait donc intéressant, un coureur comme ça, Christian Rodriguez, un peu plus de coureurs en montagne, parce que c'est ce qui lui a manqué sur ce Tour de France à Quintana. Et puis, encore une fois, hein, très intéressant Arkea, on espère hein, qu'ils vont rejoindre le World Tour, parce que ils font une super saison. La 4e place, hein, ça va faire des points hein, pour Arkea, qui seront très importants. Pour le classement UCI. Hein. On fera un point hein, à la fin du Tour de France, pendant le Tour de France féminin, je pense, sur les classements UCI, puisque comme il va y avoir beaucoup moins de matchs de l'Euro à partir de samedi, hein, il n'y aura plus que les 2 demi-finales et la finale. On fera un bilan, je pense, du classement UCI pour le maintien. Ça va être très intéressant encore de voir les équipes qui ont bien réussi à marquer des points là, sur ce mois de juillet et celles qui ont été plus en difficulté. Puis on pourra voir un petit peu les équipes qui se battront pour la dernière ligne droite, parce qu'en fin de saison, ça va être compliqué de marquer plus de 2000 ou 3000 points. Donc à partir de maintenant, on saura à peu près les équipes qui seront en danger pour aller chercher, pour rester en World Tour, hein, très clairement. Bardet. Un peu moins bien aujourd'hui, hein, Romain Bardet. Je pense aussi, hein, du côté de Romain Bardet, que la fatigue accumulée sur le Giro quand même. Il a fait un demi-Giro, avec quand même quelques étapes de montagne où ça avait roulé vite. Il n'était pas foncièrement prévu au départ sur le Tour de France. La 3e semaine, elle fait mal aux pattes, quoi. Tu sens que la 3e semaine, il est cuit, tout simplement, Romain Bardet. Il est cuit, en plus avec la chaleur, il s'est pris 2 coups de chaud. Mais je pense qu'il s'est peut-être aussi pris des coups de chaud parce qu'il était fatigué. Romain Bardet, voilà, il est sur son 2e grand tour. Il doit être à 50, 52, 53 jours de course. Même s'il a peu couru en début de saison, voilà, il est à 51 jours de course. Bon, au bout d'un moment, voilà, c'est difficile. Mais il est toujours 8e du général. Là aussi, pour DSM, c'est important. Et puis c'est dommage cette 3e semaine quoi, parce qu'il était plutôt bien et puis la 3e semaine a vraiment, les Pyrénées ont été très compliquées pour Romain Bardet. Il n'y avait pas les jambes suffisamment bonnes pour être performant. Je pense tout simplement c'est dû aussi au fait que voilà, il y a une fatigue importante. Vous enchaînez pas 2 grands tours facilement. Je pense que c'est même de plus en plus compliqué d'enchaîner 2 grands tours. Et que surtout il faut le prévoir dès l'amont, dès le début de saison. Et lui, il avait prévu de faire le Giro. On le rappelle, il n'est pas rentré énormément chez lui depuis novembre. Oui, mais ça veut dire que donc il était prévu pour faire le Giro et pas pour faire le Tour de France. Et ça, on a vu les différences là. Entre quelqu'un qui fait le Giro, quelqu'un qui fait vraiment que le Tour de France comme Gaudu, la préparation n'est pas la même, le nombre de jours de course n'est pas la même, surtout sur la période capitale. Lui, je rappelle qu'il n'a pas couru depuis entre le Tour d'Italie et le Tour de France, ça aussi joué un petit peu. Mais voilà, il a fait quand même 12 étapes sur le Tour, 13 étapes sur le Tour d'Italie. Voilà, au bout d'un moment, tu cravaches et tu fatigues. Donc ça a été compliqué pour Romain Bardet. Et puis on passe à Simon Geschke.
C'était la seule étape où il fallait prendre à tout prix l'échappée pour Cofidis et ils ont raté l'échappée. Et au final, il perd le maillot à pois. C'est quand même bête de perdre le maillot à pois alors que tu as fait un énorme boulot pendant 3 semaines. Geschke, il est parti dans beaucoup d'échappées. Il a pris des points parce que tu as raté des points peut-être dans 1 ou 2 étapes où il fallait que tu sois là. C'est vrai que Geschke, j'avais dit dans les Alpes, il a peut-être pas pris suffisamment de points par rapport à Vingegaard et Pogacar. Et voilà, au final, 64 points, c'était pas suffisant. Le fait aussi qu'on se partage quand même pas mal des points, parce que on a quand même 6 coureurs qui ont plus de 50 points au classement de la montagne, ça n'a pas dû arriver souvent. Et 10 coureurs qui ont plus de 30 points, parce que Geraint Thomas est 10e avec 32 points. Ça a aussi joué, c'est vrai qu'on a beaucoup distribué les points, mais je pense que, par exemple, Geschke, là aujourd'hui, il fallait pas rater l'étape, il fallait pas rater l'échappée. Cofidis aurait dû rouler derrière toutes les échappées à partir du moment où Geschke n'était pas là, avec un minimum d'entourage également. Son problème mécanique lui coûte cher aussi, parce que dans l'étape dans les Pyrénées, c'est vrai qu'il aurait pu marquer des points. Voilà, ça joue. Et puis là, en plus, il reste plus que 3 points à récupérer, du fait d'un magnifique classement de la montagne bien conçu pour les baroudeurs. Donc c'est fini pour Geschke et c'est dommage parce que le maillot à pois va encore être détenu par un maillot jaune, ce qui est très peu intéressant. Mais bon, je pense que Geschke aurait dû jouer la gagne, aurait dû jouer beaucoup mieux. Il n'a pas très bien joué. Aujourd'hui, il devait juste passer en tête d'un col. Aujourd'hui, Geschke. S'il passait en tête d'un col, c'était suffisant. Mais il ne l'a pas fait, donc forcément Vingegaard en a profité. Et derrière, ça lui coûte cher, parce que s'il passait en tête du col de Spandel, c'était 10 points, ça faisait 74. Voilà, donc ça faisait le maillot à pois. C'est dommage, parce que ça aurait pu sauver un peu le Tour de France de Cofidis, qui n'a pas été fantastique, qui a mal commencé avec le forfait de Coquard, qui a été compliqué, notamment avec l'abandon de Martin. C'est vrai que ce maillot à pois, qui était devenu un objectif, aurait pu un peu sauver le Tour de France de Cofidis. Bon, au final, le Tour de France de Cofidis, il n'est pas fameux. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Jonas Vingegaard. Intouchable aujourd'hui. Il a très bien fini ce Tour de France. Encore une fois, il y a un seul moment où il s'est retrouvé en difficulté, c'est l'étape des pavés. Mais en montagne, il a toujours été très bon. Il a toujours réussi à faire la différence. À la super planche des belles filles, c'est le seul qui arrive à tenir le rythme de Pogacar et à attaquer Pogacar sur un terrain qui n'était pas forcément le sien. Et là, aujourd'hui, sur des cols un peu plus longs, il a fait une démonstration. Il a été diablement fort. Et puis, en plus, il a profité du fait que chez UAE, on n'avait pas d'équipe. Donc, c'est vrai que Jumbo a été très intelligent. Jumbo qui a quand même tout fait pour attaquer aujourd'hui, pour être dans l'échappée. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. On le dit assez souvent. C'est ce qu'a fait Jumbo aujourd'hui. Ils ont tout fait pour avoir un homme dans l'échappée. Ils ont mis Van Aert, mais à un moment où on a vu Laporte relancer, Benoît également. Voilà, ils ont tout fait pour avoir un mec devant. Et ils ont réussi. Et c'est vrai qu'en plus, ils ont mis Van Aert. C'était la super réussite. Mais derrière, énorme boulot de Tige Benoît aujourd'hui. Mais Tige Benoît qui a fait un grand Tour de France. Il a fait un sacré Tour de France, Tige Benoît. Gros boulot de Sepp Kuss aujourd'hui, qui avait été un peu en dessous hier. Mais là, aujourd'hui, il a fait un bon boulot. Et puis, il est tombé face à un Pogacar peut-être un peu émoussé physiquement de l'étape d'hier. D'hier, qui a tenté le coup. Il s'est fait peur, Vingegaard, dans la descente, avec cette roue arrière qui se dérobe. Mais il a réussi à s'en sortir. Des fois, il faut un petit peu de chance. Là, il en a eu, Vingegaard, à ce moment-là. Mais de toute manière, sur ce Tour de France, encore une fois, il a été très peu mis en difficulté. C'est l'un des rares aussi qui arrive à tenir l'attaque de Van Aert à Calais, pour ceux qui s'en souviennent, avec Adam Yates, quand Pogacar est mal placé. Mais ça montre qu'il était dans une super forme, Vingegaard. Et c'est fou, c'est qu'il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, Vingegaard. Parce qu'il fait notamment pas un grand tour du Pays Basque. Il finit 6e, mais en provoquant la chute de Yannis Aguirre en passant, mais sans forcément être très fort. Il abandonne sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Bon, il est 2e de Tirreno. C'est vrai qu'il avait été fort sur Tirreno, mais
Il avait eu un petit creux au moment du Tour du Pays Basque au mois d'avril. Vous savez que chez Jumbo, on a vu également les soucis de genou de Roglic. Puis il est revenu sur le Dauphiné où il fait deuxième, derrière Roglic. Et comme il a souvent fait deuxième derrière Roglic, il s'est souvent caché derrière Roglic. C'est vrai que ça a été aussi un avantage. C'est-à-dire qu'il avait peut-être moins ce statut d'hyper favori. Le fait d'être deux leaders dans l'équipe, ça a aidé. Ça a aidé fortement, je pense, Vingegaard d'avoir moins de pression médiatique. Parce que la pression médiatique, il l'a pris que quand Roglic a perdu beaucoup de temps. C'est à partir de ce moment-là où il est devenu le vrai leader de la Jumbo. Mais avant, il était co-leader de la Jumbo. Et oui, super job. 2 Tours de France, deuxième, premier. Enfin, à part problème. Ce qui est... Voilà, c'est pas n'importe quoi. Il y a peu de coureurs qui ont fait ça dans leur carrière. Il y a peu de coureurs qui ont réussi à être performants à ce point-là. À part Pogacar. Bah oui, on est sur un super champion. Réussir à faire ce genre de choses. Lui, il a commencé... En plus, c'est un beau vainqueur, quoi. Tu vois, c'est un vainqueur qui a été intelligent, qui a fait vraiment du beau job. Aujourd'hui, il était vraiment intouchable. Voilà, on ne pouvait pas le battre aujourd'hui. Et ça montre quand même aussi... Ça montre aussi cette victoire de Vingegaard, qu'on peut ne pas être excellent dans les catégories espoir, ce qui a quand même été son cas, parce qu'il n'y a pas de grande perf dans les catégories espoir et junior, et pourtant devenir assez vite un leader sur les grands tours. Parce que quand il arrive chez Jumbo en 2019, il n'y a pas de grande référence chez les espoirs. Tour de l'avenir, il gagne le contre-la-montre à Orléans. Il fait quelques résultats, mais sur le Tour du Loir-et-Cher, pas sur des grandes courses. Au championnat du monde, il n'est pas là, par exemple. Mais il a réussi à être solide au moment important, et ça montre qu'il faut parfois se méfier des résultats chez les jeunes, mais aujourd'hui il était intouchable. Je poursuis avec Pogacar. Il a tout tenté, Pogacar, il n'aura pas de regret ce soir. Puis il fera bien dodo. Je pense Tadej Pogacar, il a tout tenté, mais devant c'était intouchable. Devant Enfin, il part quand même dès le col de Spandel. Il fait quand même 3 mines dans le col de Spandel. Mais derrière, Vingegaard réagit tout le temps, répond tout le temps. Il décide de lui mettre la pression dans la descente. Mais au final, c'est lui qui se fait avoir à son propre jeu dans cette affaire. Et puis dans les derniers kilomètres, quand Jumbo a mis en route, il ne pouvait rien faire. Il est tombé sur du grand Vingegaard et sur du grand Van Aert cette année, Pogacar. En passant, Van Aert, je parlais de Pidcock pour la victoire en grand tour. Van Aert, il a les cannes, on le savait déjà l'année dernière, mais là on a la confirmation encore cette année. Quand il voudra jouer le général, il pourra jouer le général. Peut-être par contre il faudra qu'il change d'équipe, parce que est-ce qu'il pourra le faire chez Jumbo? Peut-être pas. Quoique, peut-être que c'est Roglic qui va en subir les frais, mais Van Aert il a totalement les qualités pour aller chercher un grand tour. Mais Pogacar, oui, il est tombé sur beaucoup plus fort que lui. Et puis, Berg a été lâché d'entrée. McNulty s'est retrouvé assez vite en difficulté aussi, parce que hier, ils ont fait quand même un sacré numéro. McNulty l'a dit en interview. Au départ, j'étais parti pour faire une heure d'effort. Et puis, j'ai fait beaucoup plus. Donc, voilà, il fallait réussir à tenir, en sachant Jakobsen est dans les délais. Normalement, il est à 36-40, les délais étaient à 40-46, donc c'est bon. Mais Michael Berg finit très loin, même McNulty a complètement craqué aujourd'hui, donc il a dû se débrouiller seul. C'est sûr qu'avec une équipe, ça aurait peut-être changé la donne, il aurait peut-être réussi à faire autre chose, mais il n'avait pas la capacité, sans équipe, de renverser la Jumbo. C'est dommage pour Pogacar, mais il n'aura pas de regret ce soir. Puis je termine avec Lutsenko. Il finit bien, Lutsenko, C'est dommage quand même sa fracture de la clavicule cette année à Lutsenko, parce qu'elle lui coûte très cher dans sa saison. Elle est arrivée au mauvais moment, parce qu'elle arrive en mars. Ça arrivait vraiment au mauvais moment pour lui. Il a couru après le temps, que ce soit au Tour de Hongrie, au Tour de Suisse, on se souvient. Il fait énormément d'efforts, surtout sur le dernier week-end, pour tenter de récupérer de la forme. Mais ça n'a pas vraiment marché. Sur le Tour de France, un début de Tour de France très compliqué pour Lutsenko, mais il finit bien, et puis il fait quand même 3 top 10, 8e au Granon, 5e hier à Peyragudes, 6e aujourd'hui à Hautacam, il est désormais dans le top 10 du général.
Si Astana se sauve cette année, ça sera grâce aux résultats sur les grands tours, hein. Que ça soit Lutsenko et Nibali, parce que sinon le reste, ça aurait été le néant. Mais c'est dommage pour Lutsenko, je pense qu'il lui a manqué des jours de course avant, enfin des jours de course ou des jours d'entraînement surtout. Et cette pause au mois de mars l'a complètement ralenti, ça lui a totalement chamboulé son calendrier. Parce qu'il finit fort, ce Tour de France, il finit très très fort. Mais il lui a manqué des petites choses avant. Bon, c'est dommage. Pour Lutsenko, il finit quand même, il est pour le moment 9e à 20 minutes. Il y aura également une bagarre avec Adam Yates, hein, parce que les deux sont à 20 minutes pour la 9e place. Ça sera la deuxième bagarre pour le général, pour le dernier. Contre la montre, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Enric Mas. Ça a été un tour bizarre pour Enric Mas, capable du meilleur sur de nombreuses étapes, de faire une très bonne première semaine, alors que moi je m'attendais à ce qu'il perde du temps, de réussir à faire un très bon résultat à Super Planche des Belles Filles, même à Châtel, il est bien, il est 9e, et puis de s'écrouler complètement, de perdre 8 minutes au col du Granon, de perdre encore beaucoup de temps aujourd'hui à Hautacam. On a oscillé entre le bon et le pas très bon sur ce Tour de France pour Enric Mas. Et aujourd'hui, c'était pas une grande journée. Alors, il est 11e. Et puis, bon, pour entrer dans le top 10, maintenant, ça va être impossible parce qu'il a 4 minutes de retard. Enric Mas aurait des cas Covid. Il perd 7 minutes 23 aujourd'hui. Mais c'est vraiment surprenant de voir comment il a fait ce Tour de France avec à la fois des très bons résultats, une très bonne première semaine. Moi, j'avais même dit, il a peut-être passé le plus dur, Enric Mas. C'est-à-dire, quand on le voit bien classé en fin de première semaine à Châtel, on se dit, normalement, lui, il faisait partie des coureurs qui auraient dû perdre beaucoup de temps sur les pavés. Enfin, voilà, c'était plutôt un très bon résultat pour Enric Mas. Et sur les étapes qui, normalement, devaient lui convenir, et ben là, ça ne l'a pas fait. Ça n'a pas tenu pour Enric Mas. Et c'est bien dommageable pour le coureur de 27 ans, parce qu'il y avait la possibilité de faire un grand résultat pour lui. Hein. Il y avait quand même possibilité d'être au niveau de David Gaudu ou de Nero Quintana à 13 minutes, mais il aurait fallu pour ça être un peu meilleur. Ça a été son problème à Enric Mas. Voilà, il lui en a manqué sur ces derniers jours de course. Voilà, on aurait voulu mieux pour lui. Bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage pour ce coureur parce qu'il avait vraiment la capacité de faire beaucoup mieux. Il a juste manqué d'énergie, il a manqué voilà, des choses pour pouvoir être performant. Il y a la Vuelta désormais dans 20 jours, enfin dans un mois. Hein, la Vuelta commence le 19 août. Bon, on verra comment il arrivera à être performant sur la Vuelta. Je rappelle qu'on fera la Vuelta sur la chaîne à partir du 19 août, donc on fera certainement une petite présentation de la course parce que j'ai toujours pas présenté le parcours de la Vuelta et puis voilà, on essaiera de faire la Vuelta qui sera en même temps que les championnats européens qui auront lieu du 11 au 21 août où on fera également, je pense, peut-être des débriefs des championnats européens qui est une compétition multisport. Vous savez que j'aime bien les compétitions multisports. Yates, fin de Tour de France compliqué pour Yates, qui finit aujourd'hui l'étape assez loin. Là aussi, hein, pour Adam Yates, on a vu un petit peu les limites aujourd'hui. Alors lui, il est 10e du général, mais il a souffert aujourd'hui. Hein, il finit à 5 minutes 34. Il s'est retrouvé dans la pampa assez vite, Adam Yates. Il n'a pas pu vraiment aider Geraint Thomas en passant. Il n'a pas été d'une grande aide. Bon, il s'en sort pas trop mal parce qu'il est quand même dans la pampa assez tôt. Et il aurait pu perdre encore le même temps que Romain Bardet. Mais oui, c'est sûr qu'Adam Yates, sur ces 2 dernières étapes, ça a été compliqué. Il aurait pu faire un top 5 et il se retrouve à être 10e du classement général. Bon, un problème au niveau de la récupération, peut-être un petit peu de fatigue pour Adam Yates. Mais c'est vrai que c'est un coureur c'est dommage parce que c'est un coureur qui fait des très bonnes courses d'une semaine. Mais sur les grands tours, il a souvent eu du mal à tenir 3 semaines. Alors il y a le Tour de France 2016 où il fait 4e. La Vuelta d'Espagne 2021. Le Tour d'Espagne où il fait un bon résultat. Mais il a toujours un peu souffert sur les tours de 3 semaines par rapport au tour d'une semaine.
Donc voilà, je pense qu'il y a toujours eu des soucis de récup. Moi, je vous ai toujours dit, je préfère Simon à Adam. Mais c'est vrai que voilà, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y avait de quoi faire. Il y avait la possibilité de rester, on va dire, 8 ou 7 du classement général. Et bah, ce soir, il est 10e et 10e à 20 minutes en plus. Donc, encore une fois, quand je dis quand tu dépasses le quart d'heure, ça a beaucoup moins d'intérêt. Et puis, dans 2 mois, qui se souviendra du 10e du Tour de France? On aura déjà du mal à se souvenir du classement de David Gaudu. C'est pas pour se souvenir du 10e. Et puis, la Trek. Ils ont raté le coche aujourd'hui, la Trek. Enfin, ils ont raté le coche. C'est-à-dire, ils ont pris la bonne échappée, mais ils n'ont pas réussi ni à jouer la victoire d'étape, ni à jouer le classement de la montagne avec Ciccone et Mollema. Bon, Mollema qui a pas fait un grand Tour de France. C'est bête parce qu'il avait plutôt bien débuté avec son contre-la-montre, mais ensuite il a énormément souffert. Et Ciccone, le Tour de France, le Tour d'Italie lui est un peu resté dans les pattes à Ciccone, un peu comme Romain Bardet, hein, la difficulté d'enchaîner 2 grands tours. Puis de toute manière, Ciccone, bon, c'était surtout pour le classement de la montagne. Ça a failli le faire hein, pour Ciccone, mais il aurait fallu tenir dans le Spandel. Là aussi, peut-être que ça aurait changé la donne, sauf qu'il n'a pas tenu dans Spandel, Ciccone. Et pourtant, avec Trek, qui avait fait les efforts en début de journée, ils ne sont pas récompensés, Trek, par rapport aux efforts qu'ils ont fournis en début de journée pour aller prendre l'échappée. Même les jours précédents avec Quinn Simon. C'est vrai qu'à part la victoire de Mats Pedersen, ils n'ont pas réussi à être performants en montagne. Voilà, c'est un peu triste. C'est un peu triste parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts. C'est une équipe quand même qu'on a vue, la Trek, mais qui n'a pas réussi à choper le bon wagon. Et aujourd'hui, ouais, il en manquait. Hein. Ça s'est fait à la pédale aujourd'hui et c'était trop compliqué pour notre ami Ciccone ou pour les hommes de devant. Demain, étape de Cahors, étape où échapper, sprint, hein, on est le vendredi en 3e semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Samedi, on aura également la présentation de l'étape du contre-la-montre. Et je pense que samedi, alors soit dans la soirée, soit dans l'après-midi, je pense, vous aurez la présentation de la première étape du Tour de France féminin avec une présentation également des concurrentes au départ. On va faire les deux en même temps parce que vu que la première étape c'est un critérium sur les Champs-Élysées, ça va pas être très intéressant et je pense que ça sera jeudi, que la vidéo sera mise en ligne vers 18h samedi et qu'on fera le débrief de l'étape et la présentation des Champs-Élysées pour les garçons le lendemain à 7h30 parce que voilà, je me retrouve un petit peu bloqué avec les 2 grands tours qui se déroulent conjointement à la suite l'un de l'autre. Ça va être un peu compliqué à gérer. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.